de choses, on est en train de refaire une nouvelle façon de voir la médecine. On peut se demander si la clinique sert encore à quelque chose. On peut se demander si les bases de données servent encore à quelque chose. On comprend que quand même, il y a des choses à apprendre encore. Mais je pense que c'est non seulement la classification, mais presque notre organisation qui est au défi de la génétique haut débit. Parfois, la génétique est relativement simple, mais finalement, ça ne concerne pas le domaine de l'hémato, sauf pour une maladie qui est la drépanocytose. Il y a une mutation ponctuelle. Presque la mutation explique tout, mais pas complètement tout le phénotype, mais explique beaucoup de choses. Il y a aussi une maladie comme la mucoviscidose, qui est relativement simple sur le plan génétique. Il y a un gène, plusieurs mutations possibles, mais il n'y a qu'un gène. Donc l'approche NGS, le whole exome, apparaît pas forcément pertinent. C'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul gène que les ennuis sont limités pour les patients, mais en tout cas pour l'approche génétique, ça simplifie un peu l'approche. Pour ce qui est le côté hémato, alors moi je connais une série de maladies comme les neutropénies, ouais, mais il y a plein d'autres maladies où c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait quelques patients, une maladie, un docteur. Alors ça a été par exemple le monsieur Rolf Kossmann, vous n'arrivez pas à voir parce que le contraste est faible, mais 1956, ça se passe là-haut, hein, c'est au nord du cercle polaire, un patelin qui s'appelle Overcalix, c'est la paroisse d'Overcalix, il y avait au moins 200 habitants, c'était consanguin parce que les hivers sont très longs, et voilà, et donc on se marie entre cousins, et donc voilà, il décrit 14 cas qui vont survenir dans une durée d'observation de 3-4 ans, 14 cas qui sont très homogènes, c'est des bébés qui vont mourir avant l'âge de 2 ans d'une septicémie avec des infections bactériennes. Quand il fait une prise de sang avec les moyens qu'il avait, il y a 0 neutrophile, il a fait quelques ponctions de moelle, il y a un blocage complet de maturation de la lignée myéloïde. Il décrit ce syndrome, et pendant à peu près 50 ans, toutes les neutropénies congénitales vont être appelées syndrome de Kossmann. En 2007, donc 50 ans après, l'équipe allemande, Christoph Klein, décrit AX1 comme le gène de cette maladie. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul, on sait que cette mutation AX1, c'est 2% des neutropénies congénitales, avec une exception qui est le Kurdistan et la Suède. On sait que AX1, c'est une atteinte hématologique, certes, mais c'est aussi une atteinte neurologique. Et en fait, il y a deux éléments dans le phénotype AX1, et donc c'est une forme de neutropénie syndromique. Et le terme donc en neutropénie congénitale, il a chassé le terme neutropénie de type Kossmann. On sait qu'il y a plus de 30 gènes impliqués. Et puis, il y a relativement que 5 neutropénies archi-pures, en quelque sorte, et la majorité des autres neutropénies sont des neutropénies associées à des formes syndromiques. Alors, Marie, maintenant. Marie, on est 12 centres de référence. À la louche, j'ai compté qu'il y avait à peu près 7 000 à 10 000 patients qui pouvaient être dans notre domaine d'intérêt. Ça fait alors une douzaine de groupes de maladies, mais si on prend les entités génétiques, ça fait à peu près 500 entités génétiques différentes. La très grande majorité, c'est des maladies génétiques, constitutionnelles. Il y a une minorité de maladies acquises, somatiques, comme l'histiocytose et comme une série de syndromes hyperéosinophiliques. On a quelques gènes à découvrir encore pour complètement balayer tout le domaine, mais on est sûrement à moins de 500 gènes à décrire. Et dans tous les cas, cette journée le montre, la génétique, que ce soit constitutionnelle ou somatique, a une importance. On voit que si on veut avancer sur la complexité de ce panel génétique, on n'est pas dans la mucoviscidose, on n'est pas à la drépanocytose. Il faut des outils capables de cerner d'un coup tout le profil génétique. Et donc forcément, on est dans la génétique haut débit, avec une discussion targeted NGS ou whole exome. Et on a besoin de coopérer encore. Alors, j'ai regardé un peu, mais c'est vraiment à la louche, hein, c'est pas contractuel hein, comme diapositive, mais je pense que du côté aplasie, Blackfan, Fanconi et téléoméropathie, il y a à peu près 120 gènes qui doivent être impliqués, si on prend tout le paquet. Il y a à peu près 50 gènes en somatique qui peuvent apparaître. Et puis les angioœdèmes, je pense qu'il y en a beaucoup moins, mais c'est mon estimation. Pour le CRD, par contre, c'est un énorme morceau, c'est l'ensemble des déficits immunitaires. Il y a quelques maladies fréquentes, mais il y a de très nombreuses maladies où il y a très très peu de cas, mais le panel de gènes impliqués, c'est de l'ordre de 400. Les neutropénies, on est à 35, et il y a des somatiques. Les histiocytoses,
On est en germline. Alors il y a quelques histiocytoses, mais plutôt des Rosai-Dorfman ou des tableaux comme ça, qui sont génétiques constitutionnels, mais la majorité c'est les mutations somatiques. Les mastocytoses, ainsi de suite, on peut aller jusqu'au bout, dont les VANS. Bref, on a à peu près 500 gènes comme ça. C'est vraiment à la louche, mais clairement, selon l'activité qu'on a, on est plus ou moins concerné par ces panels. Et clairement, par exemple, le gros de l'affaire, c'est des déficits immunitaires. Alors, pourquoi une réflexion filière? La réflexion filière, elle est alors, c'est parti, non? Mais en tout cas, c'est le travail de Jean Soulier qui l'a montré. C'est que clairement, on a des paquets de maladies qui s'overlappent. Et les frontières entre pas mal de tableaux, que ce soit les déficits immunitaires, les pancytopénies, les dyskératoses, les neutropénies, le black fan, tout ça, c'est quand même très très proche. Et donc, c'est proche. En tout cas, il y a des zones de rapprochement entre ces différentes maladies. Et on a besoin d'augmenter notre culture médicale pour connaître à peu près tout ce paysage. Sinon, on va passer à côté de tableaux. Alors, l'option qu'on avait jusqu'à maintenant dans notre idée, c'était un truc comme ça. Alors, j'ai trouvé ça, c'est une peinture. Hein, il y en a qui sont fait des peintures comme ça. C'est un monsieur qui s'appelle Davenport. Donc, c'est des lignes. Et on pensait qu'il y avait une maladie, un gène. Mais on sait bien que ça ne marche pas. Donc, l'approche qu'il y a, donc là, on peut jeter ça. Et c'est un truc comme ça, je trouve que c'est quand même plus joli, c'est Kandinsky. Et voilà, donc c'est des cercles dans des cercles, et on va passer son temps à trouver des choses qui sont connues par d'autres, quelques-uns de nos collègues. Et donc clairement, la filière a une justification non seulement par rapport à nos autorités, mais par rapport aux patients, parce que les patients sont jamais dans la bonne case, et on a besoin de connaître un peu l'ensemble du panorama pour prendre en charge un patient donné, et on a plein d'informations à recueillir des échanges qu'on a ici. Les interactions sont permanentes sur le plan clinique, sont permanentes sur le plan génétique, et alors, il y a après notre organisation. Alors l'organisation, elle est pas archi simple. Il y a plein de laboratoires qui font des analyses qui sont des analyses ou en targeted NGS ou en whole exome, qui sont alors le laboratoire du CELI, le laboratoire de la Pitié, Curie et sur le Fanconi, il y a Bichat donc, sur les téléomeuropathies, il y a Robert Debré sur le Black Fan, et les anomalies du globule rouge. Il y a Robert Debré avec Hélène Cavé qui a une puce qui est assez large sur les prédispositions, mais qui correspond pratiquement à la plupart des maladies dont on parle. Il y a le complément à HGP. Il y a Beckler avec Le Villebrandt. Il y a Trousseau sur les plaquettes. Enfin bref, on peut lister plein de laboratoires qui font soit du constitutionnel, soit du somatique. Et tout ça contribue à notre activité Marie. Et si on veut réfléchir, alors je pense que j'étais très heureux de découvrir le topo de ce matin. Alors, c'était un peu... c'était juste avant le repas et je dois dire que j'ai un peu souffert. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir l'engagement des pouvoirs publics sur ce sujet et de pouvoir réfléchir à comment on se coordonne. Parce qu'il va se falloir se coordonner, effectivement. L'idée généreuse, c'était Thierry qui vous a dit, il faut mettre un panel, un whole exome dans une équipe, et puis tout le monde arrive à lire ça. Le problème, c'est qu'il y a plein de difficultés d'organisation pour que ça soit effectif. Mais peut-être qu'à terme, on imaginera qu'il y a une équipe qui va être capable de faire toute la partie technologique du whole exome, et que la partie lecture va être déléguée à différentes sous-équipes. Mais je pense qu'on en est encore un peu loin. Et que de ce fait, je pense qu'on ne peut pas dire qu'à ce jour, le NGS a tué la clinique. Et on retrouve des difficultés tous les jours dans la génétique qui font que la clinique a toujours sa place. Bon, il y a le problème des variants qui sont plus ou moins pathogènes. Alors ça a été largement développé. Hein. Mais bon, les classes 4 et 5 ne posent pas trop de problèmes, et les classes 1 et 2 non plus. Mais les classes 3, c'est un problème récurrent. Donc les variants de signification inconnue sont un problème. Le deuxième problème, c'est somatique versus germline. On a maintenant de nombreuses pathologies où à la fois le même gène et des fois la même mutation peut être à la fois dans une maladie génétique constitutionnelle et dans une maladie acquise. Bon, c'est le cas des mutations CXR4 qui sont germline dans le WIM et qui sont acquises dans le Waldenstrom, mais on peut
décliner ça, GATA2, RUNX1, STAT3, P53, BRAF et ainsi de suite. Donc ça c'est aussi un piège que nous le tend la nature. Il y a une mutation donnée qu'on va observer chez quelqu'un, elle n'est pas forcément, si on la trouve dans le sang, signe que ça soit constitutionnel. Le mosaïcisme, alors ça c'est un tableau que j'ai trouvé assez fun, mais c'est un donneur de sperme qui est indemne. Il est indemne, il va donner son sperme dans une banque de sperme et sa filiation qui est assez nombreuse, et après y compris la sienne, est systématiquement atteinte d'une neutropénie qui est une neutropénie Elan. Et on va découvrir dans le bilan de ce tableau, finalement il remonte la piste et il retrouve le monsieur, et le monsieur a une mutation, une mosaïque germinale. Il a dans le sang, il n'est pas neutropénique, et il a quelques pourcentages de Elan dans le sang, mais au niveau germinal, il est muté. Et donc, donc ça c'est un piège. Et puis il y a les Somatic Genetic Rescue, c'est un papier donc de Patrick Révy, mais aussi Caroline, tout récent, c'est la semaine dernière dans Nature Genetics Review. En fait, non seulement il y a des révertants dans le Fanconi, mais il y a de très nombreuses situations où la nature finalement va rétablir en partie les choses. Mais alors du coup, ça complexifie bigrement l'approche génétique aussi. Donc il reste, vu la difficulté, vu la complexité de la génétique elle-même, une place pour la clinique, qui est d'une part identifier les indications, d'autres, clairement sélectionner un patient pour un panel donné. En tout cas, à ce jour, il n'y a pas un seul panel où on rentre simplement en envoyant son tube. Hein. Je pense que vous envoyez un tube pour un déficit immunitaire au CEDI, ça ne sera pas fait comme une numération sous forme sanguine. Vous n'aurez pas par retour de mail ou par la case le retour sur le whole exome. Il faut justifier par une analyse phénotypique l'indication d'un panel. Il faut ensuite interpréter. Il faut ensuite éventuellement retrouver des situations recherche, parce que clairement, même si vous n'avez pas trouvé une mutation, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une. Et puis comment on rend le résultat à sa famille et au patient, ça aussi c'est un sujet. Et puis derrière ça, il y a soigner, alors soigner avec éventuellement des thérapies ciblées, mais en tout cas, clairement, on est dans l'ordre de la clinique là. Deuxièmement, les cohortes. Alors, les cohortes de patients, elles sont mortes du fait du NGS, puisque finalement, on a toutes les informations qu'on veut. Là aussi, je pense qu'il y a encore du chemin. Clairement, à ce jour, le sens d'une mutation donnée, il émerge parce qu'on est capable d'avoir des cohortes de patients qui sont à peu près bien caractérisées sur le plan du phénotype et qui sont le plus nombreuses possible et le moins biaisées possible. Et à ce jour, c'est les seuls outils qui nous aident à valider une information génétique sur le plan épidémiologique en tout cas. Alors ensuite, voilà, c'était juste un exemple de cohorte, mais finalement Jean-François m'a montré, a montré un peu le sujet, mais c'est pas grave, c'est complémentaire. Voilà, histiocytose et BRAF. Bon alors là pour le coup c'est pas du targeted NGS, mais c'est une approche moléculaire. C'est clair que l'histiocytose a été éclairée par la découverte de la mutation BRAF V600E, parce qu'elle a non seulement permis d'identifier mieux la maladie, ou de mieux comprendre cette maladie, mais de trouver toute une voie d'anomalie moléculaire somatique. Mais de 2010 à 2016, la valeur pronostique de BRAF a été très contestée, je dirais, ou en tout cas controversée. Il y avait certains qui disaient moi je le trouve dans 30% des cas, d'autres qui disaient moi je le trouve dans 70%. Il y en a un case report qui bien sûr était muté. Bon, avec ça on n'arrivait pas à se donner une idée. Pour arriver à se donner une idée, on a fait une série, alors c'est la série française, on a exploité 315 patients, mais venant d'un registre où on avait 1800 patients. Et on a vérifié que ces 315 patients étaient représentatifs de la cohorte. Et une fois qu'on a fait ce travail, chez l'enfant, parce que chez l'adulte c'est une autre question, on sait qu'à peu près 55% des enfants avant 15 ans sont mutés BRAF. On sait que s'il y a une mutation de BRAF V600E, c'est associé à une forme de haut risque de la maladie, c'est associé à l'inflammation, c'est associé à des séquelles. Et plus que ça, c'est que si vous avez BRAF V600E, si vous avez une atteinte hématologique et cutanée, vous avez 100% de BRAF. Et donc arrive un mail, c'est ça l'histoire, arrive un mail de collègues à Buenos Aires qui nous disent, ouais, je sais pas, cette photo, pour moi, c'est une des plus horribles que j'ai vues dans l'histiocytose.
et je pense que je commence à en avoir vu. Il y a une atteinte cutanée, il y a des nodules partout. Ce gamin, il a une bicytopénie, anémie thrombopénie. Il a des kystes nombreux au niveau pulmonaire. Et c'est à la naissance. Il a un cordon ombilical, un catéon, un VO. Il est dans l'état technologique qu'ils avaient à Buenos Aires, même c'était un hôpital qui est Gararan, ce qui n'est pas trop mal, mais ils ne pouvaient pas faire le BRAF. On échange, le gamin, est-ce que vous faites une chimio-intensive à la naissance ou, moi je lui dis, faites BRAF, faites un anti-BRAF, parce que pour atteinte hémato, à 99% il sera BRAF muté, et c'est ça qui va le sauver. Et effectivement, ça marche. On se le téléphone, et à 6 mois, l'enfant est parfait. Et donc ces enfants n'ont pas eu, pour l'instant, l'étude BRAF. On va la faire. Ça sera mieux parce qu'ils vont enfin nous envoyer le prélèvement. Mais l'étude de cohorte qu'on avait fait nous dit qu'on ne devait pas trop se planter en tenant compte de peau et hémato. Et donc je pense qu'il y a clairement, au-delà de ce cas, bon voilà, en tout cas il y a des applications de cette approche à la fois moléculaire, à la fois clinique, et je pense qu'on peut dire que la génétique nous a apporté clairement une couche de savoir qui est déterminante pour mieux dépatouiller tout ce qu'on est confronté tous les jours. Mais ce n'est pas la fin de la clinique, ce n'est pas la fin de la coopération entre labos, au contraire, je pense qu'on va devoir réfléchir peut-être même plus à fond maintenant sur des liens entre les laboratoires qui travaillent dans ce domaine. Et je pense qu'il faut aussi bâtir des cohortes pour valider toutes les informations qu'on tire de ça. Voilà. Alors, et pour finir, une petite diapo des Shadok. Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il ne se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Il faut réfléchir à cela. Merci.